bienvenue dans ce journal. D'abord cette nouvelle, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine la 4e réunion restreinte du gouvernement. L'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était au centre de cette réunion. Nous allons suivre dans nos prochaines éditions ou tout à l'heure peut-être le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Arrivé au terme de sa mission en RDC, le chef de la délégation de l'Union européenne, Nicolas Martinez, a fait ses adieux au chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'issue d'une audience à la Cité de l'Union africaine. S'exprimant sur la situation sécuritaire à l'est du pays, Nicolas Martinez a déclaré que le Rwanda n'a aucune raison pour justifier la présence de ses troupes sur le sol congolais. Un reportage de Guilain Kabalondi et Kazo Kazadi. L'Union européenne exprime sa solidarité à la République démocratique du Congo à la suite de la tragédie humanitaire qui sévit actuellement dans sa partie orientale. Arrivé fin mandat, son ambassadeur en poste en RDC est venu faire ses adieux au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de l'audience lui accordée ce jeudi 11 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine. Pour Nicolas Berlanga Martinez, la communauté internationale est derrière la RDC dans l'évolution de la situation sécuritaire actuelle. J'ai eu l'honneur d'être reçu par les chefs de l'État. Dans ces moments qui sont des moments tristes pour ce qui se passe à l'Est, moi je lui dis que ce sont des moments d'amertume à cause de la tragédie qui est en train de se passer, humanitaire qui s'est passée à l'Est. Et ça m'a donné l'opportunité de montrer la solidarité de l'Union européenne, pas seulement de l'Union européenne, mais aussi des États membres de l'Union européenne. Et voilà, et on a pu échanger, faire un peu un bilan de ces 2 ans que je suis passé dans votre pays et souhaiter de la résilience, de la persévérance pour que les droits internationaux s'imposent. Et je pense que la narrative qu'il y avait il y a 2 ans, à la comparer avec la narrative qu'il y a actuellement, je pense que la communauté internationale est derrière vous. Le Rwanda a de moins en moins d'excuses pour justifier ses actions sur le terrain. Au plan personnel, l'ambassadeur de l'UE dit quitter avec tristesse la RDC. Il s'est tout de même réjoui de son bilan. Moi, je me sens vraiment à l'aise. De nouveau, je pars avec tristesse. J'aurais bien voulu rester un peu plus. Pour des raisons plutôt liées à la santé, je n'ai pas pu le faire. Mais moi, je pars avec la satisfaction du devoir accompli. Engagé dans une diplomatie de proximité pour renforcer le partenariat UE-RDC sur des thèmes comme la paix, le développement et les droits, l'ambassadeur Berlanga était en poste à Kinshasa depuis janvier 2024. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et plus particulièrement à Uvira semble confirmer ce que beaucoup soupçonnaient. Le Rwanda poursuit sa guerre malgré les accords de paix signés à Washington pour les populations congolaises qui vivent ce calvaire quotidien. Leur souffrance n'est qu'un détail pour ses occupants. Un récit d'Edith Chala. Les bruits des bottes qui redoublent d'intensité alors qu'on attendait la paix durable dans l'est du pays est une preuve éloquente que la RDC et le Rwanda n'ont pas les mêmes notions de paix. Entre le bellicisme de Kigali et le pacifisme de Kinshasa, c'est toujours un dialogue des sourds. Quel intérêt le Rwanda aurait de voir le Kivu pacifié quand on sait que la contrebande nourrit son économie? Les tensions communautaires qui sont entretenues par lui alimente son discours et fait de Paul Kagame le guide éclairé de sa communauté. L'envahissement de la plaine de la Ruzizi et d'Uvira par l'armée rwandaise, le jet de projectiles depuis Bugarama au Rwanda, sabote les efforts de paix déployés par tous les partenaires régionaux et internationaux, y compris plus récemment les États-Unis d'Amérique, avec les accords de paix de Washington. Paul Kagame disait sournoisement à cette occasion que si ça ne réussit pas, ce sera notre faute. L'Union européenne, les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations. C'est diplomatiquement correct, mais moralement indécent, au regard du désastre sur le terrain. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a eu raison d'affirmer que les partenaires internationaux n'ont pas suffisamment responsabilisé Paul Kagame au point qu'il s'est tout permis.
Déni de démocratie chez lui, mépris des droits de l'homme, massacre des masses en RDC, comme c'est le cas maintenant à Uvira. Assassinats ciblés, torture, terreur résument les calvaires de la population sous occupation. L'AFM 23 cristallise les évidences quelle est la caisse de résonance de la politique rwandaise de prédation, d'épuration ethnique et d'expansion territoriale. Le gouvernement congolais a vivement réagi aux violences en cours dans la ville d'Uvira, dans la province du Sud-Kivu. Dans un communiqué, le gouvernement de la République déplore la dégradation rapide de la situation humanitaire, plus d'une centaine de cas de décès et des milliers de déplacés internes. La lecture de ce communiqué avec Oscar Balkaïch. Au lendemain de la détérioration de la situation sécuritaire à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, les gouvernements de la République, à travers le ministère de la Communication et des Médias, s'insurgent contre la persistance de l'agression rwandaise qui met en péril l'accord de paix parrainé par le président américain Donald Trump. À travers ces communiqués, je cite, « Les gouvernements déplorent la dégradation rapide de la situation humanitaire, plus d'une centaine de cas de décès, plus de 200 000 nouveaux cas de déplacés et des milliers d'autres compatriotes contraints à la fuite, des infrastructures civiles endommagées, des blessés sans accès aux soins et des populations prises au piège des attaques. Le gouvernement de la République exprime sa solidarité et sa compassion aux populations victimes, notamment celles d'Uvira. Par ailleurs, poursuit les mêmes communiqués, les gouvernements de la RDC appellent en conséquence les facilitateurs des processus de Washington et de Doha, ainsi que la médiation africaine, à utiliser pleinement l'ensemble de leur arsenal politique et diplomatique pour restaurer la crédibilité de ces trois processus. Les facilitateurs doivent adopter des mesures urgentes, fermes et coordonnées pour faire cesser les hostilités, rétablir le respect des accords et empêcher l'effondrement total du cadre de paix patiemment construit. Fin des citations. J'ai dit tantôt, les députés nationaux ont adopté le budget de l'État pour l'exercice 2026 lors de la plénière d'hier mercredi. Après avoir examiné le rapport de la Commission économique et financière sur le projet de loi des finances 2026, la séance a été aussi marquée par un hommage aux victimes de l'Est, la présentation de la mission de travail à Washington et le débat sur les enjeux sécuritaires et humanitaires. Anim Balaka, Patrick Badibanga, Hermé Mbagando pour ce reportage. L'Assemblée nationale a tenu ce mercredi 10 décembre 2025 une plénière consacrée à l'examen du rapport de la commission ECOFIN relatif au projet de loi des finances pour l'exercice 2026. En ouverture de la séance, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boje Sangara, a invité les élus du peuple à observer une minute de silence en mémoire des compatriotes décédés dans l'est du pays. Un acte de compassion nationale face aux défis sécuritaires persistants. Le président de la Chambre basse du Parlement a ensuite présenté la restitution de sa mission à Washington où il a représenté l'institution parlementaire et a eu plusieurs contacts afin d'échanger sur les voies et moyens de mettre un terme aux violences qui endeuillent les populations congolaises. La plénière s'est poursuivie avec la présentation du rapport de la commission ECOFIN. Après 12 jours de travaux, son président, l'honorable Guy Mafuta, a exposé les conclusions relatives au projet de loi des finances 2026, lesquelles prévoient un budget de 59 000 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 17% par rapport à l'exercice précédent. Au cours du débat, plusieurs députés nationaux ont attiré l'attention du gouvernement sur diverses préoccupations, notamment la catastrophe naturelle survenue à Goma, les actes de violence enregistrés dans certains camps de déplacés en Ituri, ainsi que les irrégularités observées dans la délivrance du passeport à Beni et Butembo. Ces interventions ont rappelé la nécessité de renforcer la sécurité, de protéger les populations vulnérables et de garantir le respect des normes humanitaires. À l'issue des échanges, l'Assemblée nationale a adopté les budgets de l'État pour l'exercice 2026, marquant une étape importante dans la planification des actions publiques et la gestion des ressources nationales. Ce projet adopté sera soumis à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Juste après adoption en première lecture du projet de loi des finances à l'Assemblée nationale, le président de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire, le député national Guy Mafuta, s'est dit satisfait du travail réalisé par son équipe. Il a souligné que les analyses ont intégré les réalités macroéconomiques du moment. On l'écoute au micro de Blaise Bokokia. Et donc la commission ECOFIN qui a reçu ce premier projet a dû à nouveau travailler avec le gouvernement qui a produit un nouveau cadrage qui cadre avec le programme, avec le FMI. Donc nous avons un budget qui s'adapte au nouveau cadrage macroéconomique avec un taux budgétaire de 24, avec une provision vers la fin d'exercice de 26. Donc voilà un peu la particularité de ce projet. Et comme il y a eu cette baisse-là, les régions ont connu des problèmes pour atteindre les assignations. Mais le plus important, nous avons privilégié les secteurs prioritaires, notamment la défense, la santé et l'éducation. Ces secteurs n'ont pas connu de coupe. Nous avons respecté les crédits leur alloués. Nous avons également fait un signal fort par rapport au secteur producteur, notamment le développement rural, notamment l'infrastructure et le numérique. Ce sont des secteurs qui peuvent rapporter lorsque l'outil de production est financé. Voilà en gros le gros sur ce budget, que nous voulons un budget beaucoup plus réaliste, un budget qui soit proche de la réalité que nous traversons. N'oublions pas que le pays traverse un moment très singulier de son histoire, avec la guerre d'agression. Et donc nous, députés, nous sommes conscients de cela. Et il a été question pour nous de donner aux moyens, à l'État, un outil de travail pour faire face à cette agression et aussi ne pas oublier le social qui est également prioritaire. On peut avoir le meilleur budget qu'il faut, mais lorsqu'il n'y a pas de suivi d'exécution, lorsqu'il n'y a pas de contrôle, c'est difficile que le budget atteigne son objectif. Et là, nous, en tant qu'ECOFIN, nous avons encore une fois lancé un message au bureau de l'Assemblée pour un soutien. Un soutien pour nous permettre d'avoir trimestriellement certains instruments importants. Et à la Chambre haute du Parlement, les élus des élus ont adopté le rapport de la commission mixte sur la réforme du régime général des biens et des sûretés, une réforme ambitieuse qui vise à renforcer la sécurité foncière, simplifier les procédures et assurer une meilleure protection des droits des citoyens. Avec l'adoption de ce rapport, le Sénat marque un tournant décisif, nous dit Janine Kalinga et Julien Piana. Tenue sous l'égide de son président Jean-Michel Samalukonde Kenge, la plénière de la Chambre haute du Parlement a adopté le rapport de la commission mixte sur la réforme du régime général de biens et des sûretés tel que modifié et complété par la loi du 18 juillet 1980. Cette réforme cruciale pour l'évolution du cadre juridique en matière foncière vise à moderniser les dispositifs législatifs en vigueur. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 69 membres ont pris part au vote, 69 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote en séance subséquente le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté, tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 8 juillet 1980. La sénatrice Nefertiti Gundianza Bayokisa Kisula, rapporteure de la commission, a souligné l'importance de cette modification législative pour répondre aux enjeux contemporains du marché foncier et des transactions immobilières. Elle a également expliqué que la commission s'est attardée sur plusieurs articles clés, garantissant ainsi que les nouvelles dispositions soient en adéquation avec les exigences actuelles de sécurité juridique et de protection des droits des citoyens. La Commission a également pris en compte les préoccupations des acteurs du secteur pour une réforme à la fois ambitieuse et réaliste. Les sénateurs se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour veiller à ce que les prochaines étapes de mise en œuvre de cette réforme soient réalisées de manière transparente et inclusive avec une attention particulière portée aux besoins des communautés locales.
La première ministre Judith Suminwa a participé à la 2e édition du prix des droits de l'homme Julienne Lusenge, organisé par le ministère des Droits humains sous le thème « Reconnaître le génocide congolais, un acte de justice pour les victimes ». Emmanuela Commissaire et Joe Coucou pour ce reportage. Un tonnerre d'applaudissements et 5 visages qui résument en eux seuls des années de courage. À Kinshasa, le prix Julienne Lusenge honore aujourd'hui celles et ceux qui se battent pour les droits humains en RDC. Une activité organisée par le ministère des Droits humains en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Devant la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les 5 lauréats reçoivent leur distinction de femmes et des hommes dont l'engagement, parfois au péril de leur sécurité, a marqué le pays. Ce jour, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, la chef du gouvernement salue un concours devenu un symbole national et rappelle la volonté de l'État d'appliquer pleinement la loi protégeant les défenseurs de droits humains. Les engagements pris par le chef de l'État devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies constituent désormais une feuille de route que notre gouvernement s'attelle à traduire en mesures concrètes. Ces engagements sont par ailleurs intégrés non seulement dans le plan national stratégique de développement 2024-2028, mais aussi dans le programme d'action du gouvernement pour 2024-2028 et dans les politiques publiques de notre pays, ainsi que dans le fonctionnement des institutions et la pratique quotidienne du gouvernement. Même message du ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, qui appelle au respect des droits fondamentaux, y compris dans le monde du travail. Un hommage appuyé à Julienne Lusenge, figure des références dont l'héritage continue d'inspirer une nouvelle génération des défenseurs dans un pays où chaque avancée en matière de droits humains demeure un combat quotidien. Jeudi tantôt, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine la 4e réunion restreinte du gouvernement. L'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était au centre de cette réunion. Suivez le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Compte rendu de la 4e réunion restreinte du gouvernement du jeudi 11 décembre 2025. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce jeudi 11 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, conformément à l'article 54 de l'ordonnance 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République, le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, la 4e réunion restreinte du gouvernement. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Examen et adoption de textes. Au chapitre 1 du Conseil de ministres de ce jour, le président de la République avait un point unique dans sa communication. Il s'agit de l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le 4 décembre 2025, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé à Washington DC un accord de paix historique, fruit d'efforts diplomatiques soutenus et porteur d'un espoir légitime pour mettre un terme définitif au cycle de violence qui endeuille notre nation depuis plus de 3 décennies. Cet accord engageait les parties à cesser immédiatement les hostilités, à favoriser la désescalade et à ouvrir la voie à une stabilité durable dans notre région. Cependant, le président de la République a déploré avec la plus grande fermeté que, à peine quelques jours après la signature de cet instrument, la République du Rwanda ait choisi de violer ses engagements. Elle a intensifié les opérations offensives dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu avec pour objectif manifeste de s'emparer de nouvelles agglomérations. Cette escalade militaire, contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord de Washington, aggrave dramatiquement une situation humanitaire déjà critique. Pertes en vies humaines, déplacements massifs, destruction d'infrastructures, traumatisme collectif et
précarisation accrue de populations déjà fragilisées. Face à cette nouvelle provocation, le président de la République en a appelé à la responsabilité et à la vigilance de toutes les institutions de la République. Il a invité le gouvernement, sous la coordination de Madame la Première ministre, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à demeurer pleinement mobilisés. Il a également invité l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité à maintenir le niveau d'alerte requis pour faire face à cette énième agression et protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Dans cet esprit, le président de la République a annoncé la convocation imminente d'une réunion interinstitutionnelle ainsi que d'un Conseil supérieur de la défense élargi afin d'approfondir l'analyse de la situation et d'arrêter en toute souveraineté les options appropriées pour maîtriser l'évolution des opérations et garantir partout la sécurité de nos populations. Au deuxième chapitre du Conseil restreint de ce jour, relatif aux points d'information, un seul point d'information, les chefs d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement invités à cette réunion, a fait le point de la situation sécuritaire sur les différents terrains opérationnels. Il a informé le Conseil restreint des dispositions mises en place par l'armée pour garantir la sécurité et la protection du territoire, spécialement dans les zones attaquées par les forces rwandaises et leurs supplétifs. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un projet de texte, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a présenté au Conseil les projets de loi portant prorogation de l'état de siège à partir du 18 décembre 2025. Après débat et délibération, le Conseil restreint a adopté ces projets de texte. Commencée à 15h48, la réunion restreinte du gouvernement a pris fin à 17h20. Je vous remercie. Voilà, c'était le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, la ville de Kinshasa a accueilli le tout premier sommet national contre la corruption qui a réuni différents acteurs de la société organisés par UNI contre la corruption et Global Compact RDC. Un reportage de Diane Balaka. Cette rencontre historique a réuni institutions publiques, organisations internationales, secteur privé, société civile et autorités religieuses, tous mobilisés pour renforcer l'intégrité et la transparence dans le pays. 4 panels clés. D'abord, un échange autour de la stratégie nationale de lutte contre la corruption avec le ministère de la Justice et l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption qui ont présenté les réformes indispensables pour améliorer la gouvernance institutionnelle. Un second panel a porté sur les mécanismes de prévention et de détection où experts et entreprises ont exposé des outils pratiques de conformité et de contrôle interne. Le troisième panel s'est intéressé sur le rôle de l'éducation, de l'éthique et de la foi, soulignant l'importance de former les jeunes à la culture de l'intégrité. Enfin, le dernier panel a analysé l'impact de la corruption sur le climat des affaires et le développement économique. Il a été marqué par la participation du député français Carlos Martins Bilongo, venu partager son expertise en matière de gouvernance et de bonnes pratiques internationales. L'objectif est simple, c'est de sensibiliser, attirer l'attention sur cette question, mais créer un espace d'action collective où nous allons co-créer et repenser des solutions qui nous sont propres. Il est difficile sur les questions de corruption de faire du copier-coller sur des concepts extérieurs, mais il est important de proposer des solutions congolaises, des solutions qui parlent à notre peuple pour résoudre ces questions de corruption. Ce sommet marque un tournant pour la RDC. Les acteurs publics et privés se sont engagés à transformer ces discussions en actions concrètes afin de construire un avenir fondé sur la transparence, la redevabilité et l'intégrité. Sachez aussi que le monde commémore ce jeudi les 77 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À Kinshasa, le Conseil universel pour la paix des nations et continents a marqué l'événement par une soirée dédiée à la promotion des droits de l'homme et de la paix. Un reportage de David Moubenga.
Il y a exactement 77 ans, depuis la proclamation des droits universels de l'homme par les Nations Unies le 10 décembre 1948. Pour commémorer cet anniversaire, une soirée a été organisée par le Conseil universel pour la paix des nations et continents CULPAC en sigle. C'était une occasion pour réfléchir sur le parcours accompli. Les droits humains sont les socles de la liberté, de la justice universelle. Nous nous joignons à cette célébration mondiale pour réaffirmer notre engagement collectif et surtout notre mission humanitaire sur la paix, la vulgarisation des droits de l'homme et le développement intégral par des activités bienfaisantes. Plusieurs autres personnalités ont enrichi cette soirée. C'était le cas de Madame Bénédicte Suzuki, émissaire européenne et représentante de la Fédération mondiale pour la paix des femmes, dont le siège se trouve en France. Il s'agit aussi de Madame Aïcha Bacha, elle aussi émissaire européenne, venue de la Belgique, et enfin l'honorable Néné Kachinde, vice-président de la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale, pour lier l'utile à l'agréable. Le directeur général du CULPAC, Daniel Santubiko, a reconnu les valeurs universelles des droits humains en la personne de M. Dominique Rigobert Mwambaï, en l'élevant au rang de grand cordon de la paix et serviteur de l'humanité pour son engagement dans la campagne de sensibilisation des droits humains pour l'état de droit et la démocratie. Je l'ai dit au sommaire, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a désamorcé le mouvement de grève au sein du ministère des Sports. Ce dernier a réuni le personnel en colère pour un échange direct. Nadine Kilocho, Cédric Enina, Moki Maluma étaient témoins de l'événement. À l'approche du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations, à laquelle l'équipe nationale de la RDC, les Léopards, prendra part, le climat social s'apaise déjà au sein de l'administration du ministère des Sports et Loisirs, où les agents et cadres ont décidé ce mercredi 10 décembre 2025 de suspendre leur mouvement de grève. Cette décision a été prise à l'issue d'un échange franc avec le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Les agents, lorsqu'ils se mettent en grève, évidemment, ils préavisent l'employeur. Lorsque l'employeur ne répond toujours pas, après premier préavis, deuxième, troisième préavis, il ne répond pas, bon, on déclenche la grève. Maintenant, si pendant la grève, l'employeur met en place un cadre de négociation, la grève est automatiquement suspendue. Parce que l'employeur ne peut pas accepter de négocier avec une arme sur la tempe. Artisan du dialogue social, le vice-premier ministre a écouté avec une attention particulière les préoccupations des agents du secteur du sport, liées notamment à l'amélioration des conditions socio-professionnelles, la mécanisation, l'avancement en grade. À tous ces problèmes, le vice-premier ministre a donné des réponses tout en annonçant la mise en place d'une commission ad hoc pour un suivi rigoureux. Saluant cette démarche, les agents ont décidé de suspendre la grève pour reprendre le travail dès ce jeudi 11 décembre en guise de soutien aux Léopards en pleine préparation pour la CAN. Nous restons ouverts pour les négociations. Nous acceptons en même temps de suspendre la grève pendant que vous mettrez en place une commission afin de nous permettre de négocier et d'aller de l'avant. La médiation du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a permis aux agents des sports et loisirs de reprendre l'ambiance du travail pour bien accompagner l'équipe nationale. Et puis les 8e négociations intergouvernementales entre la RDC et l'Allemagne se sont ouvertes à Berlin avec comme point focal les minerais stratégiques et les terres rares, secteur clé de la transition énergétique mondiale. Le ministre des Mines, Louis Watoum, a dressé un état de lieu sur la gouvernance minière en République démocratique du Congo. Cédric Enina. La République démocratique du Congo défend sa vision minière en Allemagne. Aux côtés de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba, les ministres des Mines, Louis Watoum Kabamba, a porté la voix du gouvernement de la République sur les questions clés liées à la gouvernance minière, la traçabilité des minerais stratégiques, la transformation locale et la transition énergétique et numérique. Une présentation magistrale faite lors de 8e négociation intergouvernementale RDC-Allemagne à Berlin.
point, il est besoin de le répéter, la RDC a une vocation minérale exceptionnelle. Et plusieurs filières sont en train d'être développées, en train d'être mises en exploitation ou explorées. Notamment celle du diamant, de l'or, de la bauxite, de l'aluminium, du nickel-chrome, des colombo-tantalite, mieux connu sous le nom de coltan, du tungstène, de l'uranium, de la cassitérite, du fer et du terre rare, dont nombre sont critiques, à défaut d'être stratégiques à l'heure de la transition énergétique et numérique. Cette transition entraînera une forte demande des substances minérales, dont les métaux des batteries électriques et autres conducteurs électriques liés à contribution dans les véhicules électriques et autres matériels de l'électronique de pointe à l'horizon 2030-2035. Ces cadres d'échange entre les deux pays offrent l'opportunité de renforcer un partenariat stratégique durable et gagnant-gagnant. La RDC, en tant que pays solution, entend inscrire son secteur extractif dans une dynamique responsable et créatrice de valeurs pour ses populations. 10 jours pour muscler la lutte contre la fraude financière. 60 agents du Trésor public entament une formation inédite pour devenir officiers de policiers judiciaires. Objectif, doter l'État congolais d'enquêteurs capables de repérer et poursuivre les infractions qui sapent les finances publiques. Reportage. Ils sont 60 agents de l'inspection des services du Trésor et de la comptabilité publique à suivre pendant 10 jours une formation intense et accélérée. Objectif, leur permettre d'accéder au statut d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Un rôle essentiel dans la lutte contre la fraude et les dérives dans la gestion des finances publiques. Pour Alain Matala, directeur des cabinets représentant le ministre des Finances, ce renforcement des capacités est une réponse directe aux défis qui minent encore le secteur financier public. Avec le statut d'OPJ, ces agents et cadres ne seront plus des simples contrôleurs administratifs. Ils deviendront des acteurs judiciaires capables de constater les infractions, dresser les procès-verbaux et engager les premières étapes des procédures pénales. Le directeur général par intérim du Trésor salue le lancement de cette session qu'il considère comme un tournant stratégique. Pour assurer un bon suivi de la politique financière de l'État par l'exécution de dépenses, mais aussi le suivi des recettes recouvrées par le registre financier, pour tenir au mieux la comptabilité publique, il est important qu'en amont, les contrôles adéquats soient effectués par des agents mieux formés. C'est l'Institut national de formation judiciaire, INAFORGE, qui assure cette montée en compétences. L'établissement s'est dit prêt à fournir un encadrement technique de haut niveau. La SNEL SA déploie des nouveaux transformateurs, câbles et matériels pour les cabines de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. L'entreprise vise à réduire les poches noires et les délestages dans le cadre de l'assainissement de son réseau de distribution d'électricité. Yvette Makoutima, Edith Chala nous en dit plus. La SNEL intensifie sa riposte contre les délestages et les poches noires. L'objectif affiché est de mettre fin au délestage et améliorer la qualité de la desserte à travers toute la RDC. À Lubumbashi, la cabine Luena en est une parfaite illustration. Elle vient d'être dotée d'un nouveau transformateur, renforçant ainsi sa capacité de distribution. Une action qui s'inscrit dans la dynamique lancée par le directeur général de la SNEL SA, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba. La SNEL fait bien son travail. On ne croyait pas avoir un nouveau transformateur. La SNEL nous a surpris. Et nous disons coup de chapeau aux dirigeants de la SNEL. Cette opération va s'étendre dans d'autres provinces du pays. Et les acquisitions que nous avons, c'est toujours sous les hauts patronages du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, que nous tenons à remercier, puisque c'est dans le cadre des préparatifs de fin de l'année. Il a voulu, à travers notre DG Teddy Luamba, même les gouverneurs qui nous appuient ici au niveau de Katanga, pour qu'on puisse déjà commencer à réhabiliter et à mettre en service toutes les cabines qui ont été hors service. Déjà aujourd'hui, vous avez vu, nous avons placé 3 transfos, enfin 2 et un qui avait été placé bien avant.
et ça va continuer. Et je crois qu'avec ça, toute la population sera soulagée. Dans l'entretemps, la SNEL SA multiplie les installations des transformateurs et les remplacements des câbles obsolètes pour un réseau plus fiable et performant. La Société nationale d'assurance ne déroge pas à sa mission principale, celle d'indemniser les sinistrés. La société Saphir Céramique, qui a assuré ces véhicules, a été indemnisée après un cas d'accident. Monique Mavungu. À la Société nationale d'assurance, l'indemnisation reste la priorité des priorités. C'est dans ce cadre que la société Saphir Céramique de Maluku se réjouit aujourd'hui d'avoir recouvré ses droits après indemnisation de ces véhicules assurés à la SONAS SA. Je suis très satisfait pour le service de SONAS. On a déjà coopéré pendant longtemps. Donc je suis très beaucoup de merci pour vous. À travers ces gestes, la SONAS confirme son positionnement comme une institution de confiance orientée vers les services, l'efficacité et la protection des assurés. Ce grâce au leadership du directeur général, Maître Clément Désiré Kabongo Moba. Nous sommes très contents par la politique de notre DG Kabongo Moba qui nous donne la possibilité de bien travailler et soigner l'image de notre pays. Beaucoup de gens ne veulent pas donner de vraies informations. Après la pose symbolique de la première pierre, l'étape de l'état des lieux, des domaines désaffectés, menée par le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, confirme que le projet de construction des logements sociaux est désormais sur les rails. Un reportage de Jacques Mégy, Patrick Kachala, nos envoyés spéciaux dans la ville de Kisangani. À la tête d'une forte délégation de membres des différents services de son ministère, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Alexis Guissaro, a effectué une descente sur terrain à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. L'objectif central de cette démarche dans la commune de Makiso était de faire l'état des lieux et de valider définitivement le site ou domaine de l'État qui ont été désaffectés au bénéfice de l'Agence congolaise de promotion immobilière et de s'assurer que les parcelles identifiées pour accueillir le programme de construction des logements sociaux répondaient à tous les critères techniques et urbanistiques requis pour un tel projet d'envergure. Le chef de l'État a à cœur de vouloir donner à notre population des logements non seulement décents, mais également à des prix abordables. Voilà pourquoi l'Agence congolaise de promotion immobilière a pris l'initiative de prendre contact avec les exécutifs provinciaux. Et je dois dire que la province de la Chopo est la première à avoir donné un accompagnement clair, visible et palpable. Je ne peux qu'encourager les autres provinces qui sont encore en retard par rapport à ce programme du gouvernement national de faire de même, c'est-à-dire d'identifier des sites où l'Agence congolaise de promotion immobilière peut développer des projets. Nous apportons cette touche nouvelle, cette innovation, parce que cela fait partie également du développement urbain lorsque nous avons des immeubles qui sont érigés dans la ville. Ça fait partie de l'aménagement urbain. Voici un peu la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, que le gouvernement met en œuvre au travers du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Cette descente sur terrain vient confirmer et donner un élan supplémentaire au projet, intervenant juste après la pose de la première pierre pour le lancement officiel des travaux. Des salles de classe enfin pleines de bancs, pupitres dans la chefferie de Baïké dans la province du Lualaba. Plus de 6000 bancs flambant neufs ont été distribués gratuitement dans une trentaine d'écoles. Eric Kabamba pour plus de détails. Ces camions chargés de centaines de bancs font les tours de tous les 7 regroupements de la chefferie de Baïké dans les Lualaba pour une distribution gratuite. Ces 6700 bancs pupitres sont distribués dans plus de 30 écoles nouvellement construites pour améliorer les conditions d'apprentissage des milliers d'élèves. Une dotation réalisée grâce à une meilleure gestion des fonds perçus de la redevance minière gérée par la chefferie sous la direction de Sa Majesté Mwamimwinda Bantou Munongo. Une action saluée par les autorités et élèves de ces écoles bénéficiaires. Je remercie Sa Majesté pour l'effort fourni par sa générosité et son amour. L'école nous a été construite et les bancs nous ont été donnés. Merci beaucoup. Les enfants sont ici assis, ne sont pas comme on vivait dans les années passées.
Pour les parents d'élèves, ces dotations allègent considérablement la charge tout en garantissant un meilleur cadre d'apprentissage à leurs enfants. Nous tenons à remercier grandement le Mwami Mwenda Bantu. Ça, c'est un monument. Depuis que Dieu a créé cette terre, c'est la première fois de voir un bâtiment comme tel ici à Mbébé. Disons merci à Sa Majesté, le grand chef de la chefferie, avec l'école qui nous a été donné et les bas aussi. Un geste qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une éducation gratuite, moderne et accessible à tous. De son côté, la fondation Les Amis de Lucien Lomano a mené hier mercredi une action caritative dans 2 hôpitaux militaires de Lubumbashi, conduite par le représentant local Charlie Kasongo. Reportage. C'est une action de bienfaisance et de charité qu'a posée la fondation Les Amis de Lucien Lomano en cette fin d'année à l'endroit de 2 institutions sanitaires militaires de Lubumbashi. Tout est parti de l'hôpital militaire de garnison de la Rwashi. Ici, la délégation, conduite par son représentant à Lubumbashi, Charlie Kasongo, a fait un don de mousse et des draps à la grande satisfaction du commandant et médecin directeur Johnny Mulumba Bin Masimango, qui a profité de l'occasion pour présenter quelques doléances liées au bon fonctionnement de cette structure publique. La délégation visitera juste après les installations de cet hôpital sous la conduite de son médecin directeur et de l'AG. À la maternité, Charlie Kasongo a remis des pagnes aux accouchés. De là, la délégation de la FAL s'est rendue à l'hôpital militaire régional de Lubumbashi au camp Major Vangu. Des vivres constitués de sacs de farine, de sacs de riz, du poisson, du poulet, de l'huile végétale et des boîtes de tomates ont été remis à cet hôpital qui prend en charge particulièrement les blessés de guerre. Cette donation tombe à point nommé, a déclaré le médecin directeur, le docteur Frédéric Osonkié. Le colonel Adolphe Ntumba, chef de la 22e zone sanitaire, n'a eu que de mots de remerciement à l'endroit du bienfaiteur. Un petit geste qu'on peut faire à quelqu'un, Dieu voit cela. Ça va suppléer à une carence qu'on avait et je crois que ça va aller. Comme à la Rwashi, les accouchés du camp Major Vangu ont reçu des pagnes et n'ont pas retenu leur joie. Merci sana, Mungu amibariki. Loin de sa base naturelle de Kombov, la fondation Les Amis de Lucien Lomano vient de poser ses pénates à Lubumbashi avec ses gestes en faveur des hôpitaux militaires au moment où ces hommes et femmes sont engagés pour la défense de la patrie dans l'est du pays. La performance de l'organisation et de la conduite d'une mission de contrôle de gestion des recettes publiques, c'est le titre d'un nouvel ouvrage. La cérémonie officielle de vernissage a eu lieu hier mardi au Centre culturel Boboto. Renette Koulonga et Siande Emaka. Il s'est tenu le mardi 9 décembre dernier dans la grande salle du Centre culturel Boboto, une cérémonie officielle du vernissage du livre publié aux éditions CRIGED, un ouvrage écrit par un expert en finances publiques, fiscalité et d'audit de gestion, Miteko Kapenga Stanis, qui s'articule autour du thème la performance de l'organisation et de la conduite d'une mission de contrôle de gestion des recettes publiques au sein des postes comptables. Cet ouvrage contient plusieurs techniques, stratégies et recommandations pouvant permettre au gouvernement de bien organiser la patrouille fiscale performante en vue d'accroître le volume du budget de l'État. D'où la nécessité d'un contrôle entre le bureau comptable des receveurs de régie financière et le bureau comptable public, en l'occurrence la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, la direction d'audit et des contrôles qui relèvent du ministère des Finances, ainsi que les services d'inspection qui relèvent des services de régie financière et d'assiette qui exercent le contrôle en interne. Pendant que les intervenants dans les circuits des recettes posent les actes, l'inspecteur, les contrôleurs est là pour contrôler directement la conformité des actes qui sont en train de déposer. Pour rester fidèle aux traditions littéraires, l'ouvrage a été porté sur le fond baptismaux.
Et pour terminer, la Commission nationale de droit de plaidoyer appelle les ministères de la Défense et de l'Intérieur à renforcer leur engagement contre l'impunité des violences sexuelles basées sur le genre, avec un accent particulier sur la sensibilisation des FARDC, une étape clé pour intensifier la lutte contre les VBG au sein des forces de sécurité. Iverson Kaboba. Briser le silence, renforcer l'action, la Commission nationale des droits de l'homme passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Elle vient de valider une note de plaidoyer ambitieuse appelant à une implication directe des ministères de la Défense et de l'Intérieur. Pour la commissaire nationale en charge des droits de la femme et de l'enfant, il est urgent de former les militaires, archiver correctement les dossiers et garantir une justice équitable, surtout dans les zones les plus reculées. Dans le cadre du projet Unis pour l'égalité, qui est un projet de l'Union européenne pour renforcer la campagne Tolérance Zéro contre l'impunité des violences sexuelles, campagne qui a été lancée par le président de la République. Donc la CNDH enquête et implémente ces projets. L'année passée, nous l'avons fait dans 3 provinces, à Ituri, à Kinshasa et dans le Nord Kivu. Cette année, nous l'avons étendu dans 5 provinces, donc le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Kinshasa et les Kasaï. Ce document sera bientôt déposé auprès des instances compétentes, ce qui est à l'heure actuelle un signal fort pour consacrer un concept clé, tolérance zéro face aux violences sexuelles. Ce journal est terminé. Il a été rédigé par Gauthier Kiassi sous la direction et supervision d'Oscar Balkaïj.